Et très ravi de vous retrouver dans cette édition. Au sommaire de ce tour d'actualité, des imperfections constatées dans la Constitution, un sujet qui taraude aujourd'hui tous les esprits. Les pros de nouvelle Constitution expriment aussi leur mécontentement face à ces manquements dans certains articles de la Constitution actuelle. Mohamed Valek Touré nous en dira plus dans ce journal. Bientôt, le mois de juin, qu'en est-il de l'année académique? Comment la sauver d'une année blanche? Le département de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique affirme travailler pour trouver une solution au plus vite. Et puis Carissa Etienne, directrice de l'Organisation panaméricaine de la santé, s'inquiète des signes d'accélération de la propagation du nouveau coronavirus qui continue de s'accélérer au Brésil, au Pérou et au Chili. Bonsoir à tous. Si la modification de la Constitution vise à moderniser les institutions du pays, l'opposition guinéenne dans son ensemble redoute une porte d'ouverture à un nouveau mandat du président Alpha Condé. Elle s'oppose catégoriquement contre la modification de la Constitution, un sujet qui taraude aujourd'hui tous les esprits. Les pros de la nouvelle Constitution expriment aussi leur mécontentement face aux imprécisions constatées dans certains articles de la Constitution actuelle. Mohamed Valek Touré, Alseni Kamara. En Guinée, l'idée d'une nouvelle constitution proposée et défendue par le parti au pouvoir fait débat. Les pro- et anti-nouvelle constitution sont actifs sur le terrain, chacun y va de son argument. Si ça a été au début pour les promoteurs de la nouvelle constitution une nécessité, c'est un autre réveil douloureux qui s'annonce devant eux. Nous avons été très étonnés, mais il faut se dire que si nous devons situer une première erreur, c'est qu'il n'y a pas eu véritablement une vulgarisation du projet et de la première mouture de cette constitution énorme. C'est vrai que certains en ont eu et vous avez constaté que même sur les réseaux sociaux, d'autres divulguaient des documents et après on s'est retrouvé avec d'autres, on disait non, ça c'est officiel et l'autre n'est pas officiel. Si la constitution du 22 mars a connu un certain nombre de modifications après le vote, l'opposition guinéenne soupçonne des manœuvres visant à donner la possibilité au président Alpha Condé de briguer un troisième mandat. Taran Diallo estime que cette volonté du chef de l'État n'est pas possible. Cette nouvelle constitution, c'était juste un moyen pour permettre à quelqu'un de se présenter à nouveau. Alors que cela a été verrouillé et interdit dans la Constitution qui était en vigueur jusqu'au 22 mars. On ne va pas s'armer de préjugés défavorables, mais si on se réfère au passé, on va se dire qu'on risque de revivre la même situation. L'opposition guinéenne a fait savoir qu'elle ne permettra aucune modification ou adoption d'une nouvelle constitution. Dr Faya Milimono, dans sa sortie ce matin chez les Grandes Gueules, a fait savoir que l'opposition s'opposera par tous les moyens par rapport à ces imperfections constatées. Dans un pays, dans une nation qui va avancer, il y a des limites à ne pas franchir. Alpha n'est pas le législateur, il est le président de la République, période. Il a tellement parjuré qu'on devait l'avoir maintenant dehors. Quand on est président de la République, on ne réécrit pas la loi. Les membres du FNDC réagissent après l'annonce du procureur général près la cour d'appel de Cancan. Yaya Kairaba Kaba les rend responsables des mouvements survenus à Zérékoré les 22 et 23 mars dernier à marge des élections législatives et référendaires. Le FNDC s'attendait à cette annonce. Il avait même alerté l'opinion nationale et internationale sur les démarches qui étaient en cours au sein du gouvernement. Rosaline Gotomonemu et Yacouba Traoré. Le procureur général de Cancan indexe directement les responsables locaux du FNDC à Zérékoré étant les principaux commanditaires des atrocités survenues en forêt les 22 et 23 mars dernier en marge du double scrutin. Cette annonce ne surprend pas le FNDC. Il l'avait vu venir de loin. Pour le chargé des opérations, la nouvelle ne les agite en aucun cas. La sortie du procureur général n'est pas étonnante. Il y a quelques jours, nous avions alerté l'opinion nationale et internationale
qu'une démarche était en cours au sein du gouvernement qui consiste à faire porter la responsabilité des tueries et de toutes les violences au FNDC. Et donc, ça ne nous ébranle guère. Les responsables du FNDC au niveau national doutent de la justice guinéenne. Ils réitèrent que cette institution n'est pas indépendante, vu qu'au lieu de démasquer ceux qui violentent et tuent les paisibles citoyens, elle se tourne plutôt vers ceux qui s'opposent à un droit constitutionnel. Dans un état de droit, il n'y a pas d'excuse pour celui qui viole la loi. Or, dans notre pays aujourd'hui, l'injustice et le sentiment d'injustice n'ont jamais été aussi forts en Guinée. Comment comprendre que ceux qui tuent, ceux qui arrêtent, ceux qui kidnappent, ceux qui violentent des paisibles citoyens ne sont pas inquiétés ni par la justice ni par le gouvernement, alors que ceux qui exercent un droit constitutionnel pour s'opposer pacifiquement au troisième mandat en faveur de M. Alpha Condé sont assassinés, sont kidnappés, sont terrorisés et sont détenus dans les différentes prisons du pays. Plus de 200 membres du FNDC sont détenus dans des prisons du pays. À cet effet, le Front national pour la défense de la Constitution compte reprendre les manifestations pacifiques sur toute l'étendue du territoire. L'objectif est d'exiger la libération de ces membres qui croupissent dans les cellules carcérales du pays. Et dans le même registre, le président de l'UPG dénonce les déclarations du procureur de Cancan par rapport à l'arrestation des membres du FNDC à Zérékoré. Pour lui, ces propos pourraient influencer le jugement du dossier qui est en cours d'instruction. En ce qui concerne l'élection du nouveau président de la CENI, Jacques Bonimi, estime qu'il faut une CENI technique pour résoudre le problème des élections en Guinée. Al-Seni Bari, Amar Alexila. Le procureur général de Cancan, Yaya Kairaba Kaba, a publiquement accusé des leaders du FNDC d'être responsables des tueries survenues à Zérékoré au lendemain des élections du 22 mars 2020. Jacques Bonimi parle d'une déclaration inopportune car le dossier est en phase d'instruction. Nous pensons que quand un dossier est en instruction à ce niveau-là, de telles déclarations ne sont pas bien parce que ça peut influencer l'instruction qui est en cours et influencer même le jugement. C'est comme si le jugement était déjà fini. En tant que politique, personnellement, je ne comprends pas sa sortie parce que ça ne sied pas. Le FNDC n'a rien à voir avec ça. S'il y a eu importation de rebelles, le FNDC est loin de ça. L'autre actualité qui anime la vie politique guinéenne est l'élection du nouveau président de la CENI, Cabinet Cissé. Pour cet ancien commissaire de la dite institution, le problème n'est pas la personne du président, mais la structure. Cissé peut être le meilleur expert électoral ou le meilleur économiste, mais l'institution CENI vit actuellement un contexte où elle a atteint ses limites, elle ne peut rien produire à cause des distensions internes et à cause du contexte politique qui est émaillé de confusion et de manque de confiance entre les acteurs et l'institution CENI. Il préconise une CENI technique. Il faut premièrement un dialogue national pour décrire les contours des élections vers lesquelles nous partons. Reprendre le fichier électoral. Il faut une commission technique, j'espère. Une CENI technique, sans quoi maintenant là, les CENI politiques ont montré leurs limites à travers le dernier scrutin. Sur la question des modifications constatées dans la nouvelle constitution, Jacques Bonimi pense que c'est un non-événement car le FNDC ne reconnaît pas la nouvelle constitution. Après avoir passé 5 ans de service à la tête de la préfecture de Cancan, Aziz Diop a passé le témoignage ce mardi à son homologue Amar Alamid Souma. L'ex-homme fort de la préfecture de Cancan a mis l'occasion à profit pour présenter son bilan sans occulter ce qu'il n'a pu accomplir durant sa mission. Le désormais premier magistrat de la circonscription territoriale de Cancan, quant à lui, a décliné le contenu de son calendrier. Alpha Omar Koïta. C'est la salle de conférence de la préfecture de Cancan
qui a servi de cadre ce mardi à la cérémonie de passation de services entre les préfets sortants et entrants. Après les cérémonies protocolaires, l'ex-patron de la préfecture est revenu sur le bilan de ces 5 années de gestion. On a résolu pas mal de conflits fonciers à Kankan. On a fait la promotion de la paix. Nous avons pu réaliser les édifices que vous voyez de la fête de l'indépendance. J'ai eu cette opportunité de suivre l'exécution de ces travaux et de mettre la pression qu'il faut aux entrepreneurs. Et également, on a bénéficié de pas de mal d'infrastructures en facilitant l'obtention des sites. Au nombre des problèmes parmi lesquels Aziz Diop n'a pu trouver de solutions durant son mandat figure en bonne place le conflit domanial qui oppose depuis plus de 3 ans le district de Fodekaria à son homologue de Kagan, d'où cette invite à l'endroit de son successeur. Les derniers événements malheureux entre Fodekaria et Kagan, avec encore des blessés, des cas de mort, sont vraiment regrettables. Il faut franchement le préfet rentrant encore les bouches coudes franches pour que vous puissiez l'accompagner dans la résolution de ces conflits. De son côté, après avoir se réjoui du choix porté sur sa personne par le chef de l'État pour gérer désormais les affaires de la 2e ville du pays, le nouvel homme fort de la préfecture de Kankan a laissé entendre. Ma mission ici est d'affecter la politique du chef de l'État en matière de développement économique, social et culturel de la préfecture. Je m'inscris dans cette logique. Outre les autorités administratives et judiciaires, ce passage de témoignages entre Aziz Diop et Amara Lamine Souma a connu la présence de la notabilité, des religieux, ainsi que des femmes de l'association Faso Demain qui étaient fortement mobilisées pour la circonstance. Retour à Conakry, bonne nouvelle, il n'y a pas à s'inquiéter, le secteur minier guinéen est moins touché par la pandémie de Covid-19 par rapport aux autres secteurs. Rien que dans le premier trimestre, il a enregistré une exportation de 21 millions de tonnes de bauxite. Selon Dr Mamoudou Touré, économiste et consultant, il précise que l'évolution de l'impact de la maladie dépendra de la vision des projections de la production et de commercialisation. Il est au micro de Djibril Ba. Au regard des informations que je dispose, l'impact sur le secteur minier à ce stade est relativement moindre comparativement au secteur, par exemple, de l'hôtellerie ou de la restauration qui se trouve être complètement à l'arrêt. Au titre, par exemple, du premier trimestre, la Guinée a réussi quand même à exporter 21 millions de tonnes de bauxite, ce qui représente à peu près 32% de l'ensemble de la production de l'année dernière, ce qui est en soi pas du tout mal. En termes d'exploitation de l'or, nous sommes à peu près à 11% au titre du premier trimestre, ce qui n'est pas mal. Alors, compte tenu des informations que nous disposons, le secteur minier risque d'être l'un des secteurs les moins affectés, compte tenu du fait que les principaux partenaires, notamment les principaux clients de notre pays, continuent à acheter la production guinéenne, notamment la production bauxitique. Donc, l'évolution de l'impact de la crise sur ce secteur dépendra de l'évolution des projections en termes de production, mais aussi en termes d'exploitation. Tant que nos clients commandent de la bauxite, je pense que c'est un secteur qui se portera plus ou moins mieux par rapport à d'autres secteurs. La société de bauxite de Kimbo s'engage aussi dans la lutte contre la Covid-19. Ses responsables ont procédé à un appui sanitaire à l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Ces appuis s'orientent à la direction de l'ANSS, à la ville de Conakry et aux préfectures de Bofa et Fria. La remise s'est effectuée dans la salle de conférence du ministère des Mines. C'est un reportage de Fatoumata Kondé et d'Abou Korea Kourma. Les sociétés minières sont en première ligne dans la contribution pour la lutte contre le coronavirus.
Leur contribution s'étend à 30 milliards de francs guinéens. La société de bauxite de Kimbo vient booster ce geste en offrant des kits sanitaires. Nous remettons aujourd'hui 60 000 masques, 360 thermoflash, 750 tenues de protection. Aux autorités de Bofa, sous couvert de la localité de Tamita, où notre port est implanté, nous avons pu trouver pour eux 60 000 masques, 80 thermoflash et 100 tenues de protection. La ville de Conakry et les responsables de l'ANSS ne sont pas oubliés par la société de bauxite de Kimbo. Les bénéficiaires mesurent la portée de cet appui. C'est très important pour protéger nos équipes. On a toujours dit en riposte, la première priorité, c'est de protéger les combattants. Le ministère des Mines apprécie cet engagement de Kimbo. Le chef de cabinet du département exhorte dans ce sens l'ensemble de la population à respecter les gestes barrières. Donc, nous devons tous conjuguer des efforts pour appuyer l'ANSS, parce que plus on mettra les moyens à leur disposition, plus ils seront en mesure de lutter efficacement contre cette pandémie. La majorité des actions de la société de bauxite de Kimbo revient aux Guinéens. L'entreprise minière a un projet d'exploitation de la bauxite d'une capacité de 10 millions de tonnes par an. La construction d'une raffinerie, d'un chemin de fer et d'un port d'exportation à Bofa. Comment sauver l'année académique en cours? Une préoccupation des dirigeants, politiques, encadreurs, enseignants et étudiants. Le département de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique s'active pour trouver une solution. Mamadou Kalisso a rencontré les acteurs concernés. Suivez. Ce mercredi matin, les recteurs des universités publiques et privées et quelques représentants du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ont tenu une réunion à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. L'échange a porté sur les dispositions à prendre pour l'année académique. Aucune information n'a filtré à la sortie de la rencontre. Certains enseignants-chercheurs pensent qu'il est possible de sauver une partie de l'année académique. Sachant que tous les Guinéens ou tous les jeunes Guinéens se connectent à chaque moment, nous pouvons choisir certains réseaux sociaux tels que YouTube, tels que Facebook, tels que WhatsApp. On dispense les cours sur ces éléments et chaque enfant qui n'a pas eu le temps de suivre le cours à distance, il pourra un jour ou à l'heure juste, il pourra un jour, le jour où il aura le courant ou son téléphone chargé, suivre le cours. Techniquement, la Guinée n'est pas prête pour les cours en ligne en raison de la faible couverture du pays en électricité et en connexion Internet, soutient cet autre encadreur. Qu'on soit courageux de dire la vérité, parce que sur le plan de la technologie, nous ne sommes pas prêts à dispenser les cours en ligne. Parce que Conakry ne constitue pas que la Guinée. Les étudiants qui sont à l'intérieur, l'électricité n'existe pas. On ne peut pas faire les cours. Des étudiants rencontrés affirment en off qu'il est possible de reprendre les cours, achever le second module, tout en respectant les gestes barrières, ce qui n'est pas du goût des aisés au niveau Guy. Envoyer les gens en classe à ce moment-là, pendant que la situation est catastrophique, je pense que c'est de mettre l'eau sur l'essence. Ces encadreurs sont unanimes sur deux faits. Tenir compte de l'avis du conseil scientifique et trouver une solution globale pour l'ensemble du système éducatif. Si on planifie la possibilité de faire les cours pour l'université, on aura déjà créé un problème. Et ceux qui sont au secondaire, ceux qui sont au primaire, ce sont tous les enfants de la Guinée. On aura créé une divergence où il ne devait pas exister. Parce que si on dit que c'est possible pour l'université, l'année scolaire, l'année académique est la même chose pour tout le monde. Le ministère de la Jeunesse a déployé ce lundi 100 jeunes dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Ces volontaires vont sillonner les 5 communes de la capitale pour sensibiliser et informer sur les moyens de lutte
contre la maladie. Ils devront également offrir des kits sanitaires à la population. Alseni Bari, Yacoba Traoré. Ces volontaires nationaux de l'Agence nationale du volontariat jeune sont prêts à sillonner les 5 communes de la capitale pour sensibiliser les citoyens sur l'importance du port du masque, la dangerosité de la maladie et les moyens de contamination. Ils vont d'abord distribuer ces kits sanitaires. Le projet de l'ANVJ, en plus de distribuer des kits, mettra un accent particulier sur la sensibilisation, sur l'information, sur l'éducation des populations pour qu'elles comprennent tous les enjeux, tous les défis liés à ce virus, mais aussi comprendre la gravité de cette pandémie et permettre aux populations d'avoir la bonne attitude, d'observer efficacement les mesures barrières pour se protéger de la Covid, mais aussi protéger les autres. Ce projet va mobiliser de milliers de jeunes. Mais pour cette première étape, ce sont 100 jeunes qui iront au front de lutte contre la Covid-19. Les kits sanitaires sont composés essentiellement de savon, 300 cartons de savon Diama, 300 seaux, 1000 bavettes, d'eau de Javel, 300 cartons d'eau de Javel. Ça, c'est pour l'étape de Kaloum. Parce qu'après Kaloum, nous allons attaquer les autres communes. Toutes les 5 communes de Conakry seront sensibilisées. Mais pour un premier temps, nous avons 100 jeunes volontaires qui vont sillonner porte à porte. Le constat en Guinée révèle que malgré les efforts de dons de kits sanitaires et de sensibilisation, les chiffres de contamination ne font qu'accroître. L'Agence nationale du volontariat jeune espère qu'à travers cette stratégie porte à porte, la donne pourra changer. Des kits de lavage de mains, du savon et des flyers, c'est le don offert ce mercredi à la commune de Matoto. Le geste est de Kojinta dans le cadre de la lutte de la suite plutôt d'une série de distribution de kits sanitaires et de sensibilisation contre la Covid-19 dans les communes de Matam, Ratoma, Koya, Dubreka et Matoto. Bernard Koundouno, Mohamed Al-Sani Kamara nous signe ce reportage. Le respect des mesures d'hygiène étant un élément incontournable dans la lutte contre la pandémie à coronavirus, l'ONG Kojinta a initié une campagne de distribution des kits sanitaires suivie des sensibilisations dans 5 communes du pays, à savoir Matoto, Matam, Ratoma, Koya et Dubreka. Ce sont au total 578 paires de kits de lavage des mains, 2890 morceaux de savon, 6358 masques réutilisables de fabrication locale et 3390 flyers qui ont été mis à la disposition des citoyens de ces communes. Ce mercredi, l'ONG a procédé à la remise du lot de la commune de Matoto en présence des autorités locales. Le don, il comprend un ensemble de kits qui comprend des seaux, les seaux avec robinet pour contenir l'eau propre de lavage de mains et un seau de recueillement des eaux usées, un tabouret sur lequel le dispositif est mis, un lot de 11 masques pour chaque kit, un lot de 5 morceaux de savon pour chaque kit et des flyers sur les bons gestes à adopter. Le don est directement destiné aux quartiers, aux religieux, aux associations de jeunes et de femmes, aux syndicats, aux transporteurs, aux marchés et aux services déconcentrés. Considérés comme l'un des foyers de la pandémie en Guinée, les responsables de la commune s'engagent à transmettre le don aux ayants droit. Quand Kojinta vient en ce moment précis pour nous aider à gérer cette maladie, notre première pensée va d'abord à ces quartiers qui ont été officiellement cités. Et tout de suite, quand le maire sera là, nous allons penser et faire un déplacement parce que nous avons déjà les informations qu'il faut pour ça. En plus de la distribution des kits et des flyers de sensibilisation, Kojinta compte faire des sensibilisations de masse à travers des messages audio dans les différentes langues du pays.
Entretien à bâton rompu avec l'ancien défenseur central du Sili national de Guinée, Abdulkarim Bangoura, a reçu des journalistes ce mercredi à son domicile privé. Il a abordé plusieurs sujets, dont la réduction des primes des joueurs, la mésentente entre eux, la possible co-organisation de la CAN 2025 et surtout un livre en gestation. Mamadou Sadio Baldé, Paul Fatia Tunkara reviennent sur les grands axes de cette interview. Suivez. Il trouve nécessaire l'arrêt du championnat guinéen pour cause de la Covid-19. Sur le choix des représentants du football dans les compétitions africaines, les critères de désignation ont été respectés, soutient-il, regrettant au passage la protestation de certains dirigeants de clubs qu'il assimile d'ailleurs à des bruits inutiles. Lorsque le dossier de la Guinée était accepté pour l'organisation de la CAN, les équipes se limitaient à 16. Désormais, le cahier de charges change avec les 24 pays participants. Le responsable du département formation et développement au sein de la FEGIFOOT ne croit pas à la capacité de la Guinée à organiser seule une compétition de haut niveau dans un délai imparti. 24 équipes, ça là, en toute sincérité, non. En toute sincérité, non. Pour organiser une CAN quand même à 24, c'est lourd, hein. Attention. C'est lourd. Ça demande beaucoup d'infrastructures, la réalisation de beaucoup d'infrastructures. Est-ce qu'on pourra faire tout ça en 4 ans? Bon, après, c'est une question de volonté politique. Hein. Traoré, Kamano, Fayette, ce sont des joueurs en qui il porte confiance. AKB souligne que les incompréhensions entre les joueurs n'est pas un drame en soi. Cependant, ceux qui tournent autour de l'équipe nationale doivent, à défaut d'apporter de la lumière, éviter les émictions entre partenaires du Sili au risque de tout détruire. Les joueurs, ils ont leur ego très très élevé. Hein. Attention. Hein. Et ils ont des amis dans le groupe. Et quand tu fais des choses, il faut le faire de façon honnête et sincère. Parce que quand on essaie de faire le serpent, les joueurs ils le ressentent. C'est des hommes comme les hommes avant d'être footballeurs. L'État a réduit les primes des joueurs et dirigeants de l'équipe nationale, compréhensible à ses yeux. Mais les autorités doivent se rappeler. Si tu n'investis pas, tu es sûr de ne pas avoir le résultat. Et ce n'est pas parce que tu investis aussi que tu vas forcément avoir le résultat. Mais tu peux avoir le résultat. Ça te permet d'avoir des résultats. Un livre est en gestation, sa carrière professionnelle sera largement abordée. Le manque de reconnaissance de certains joueurs guinéens occupera aussi un grand espace. De certains footballeurs guinéens. Donc vous avez été victime. Oui, et je ne suis pas le seul, non. L'ingratitude du footballeur guinéen, l'ingratitude est dans l'ADN du footballeur guinéen, malheureusement. Tu veux chercher un ennemi, aide un footballeur guinéen à aller en Europe. Dès qu'il va signer son contrat ou qu'il va commencer à jouer, tu seras son pire ennemi. Mais 99% sont comme ça. C'est malheureux. Hors de nos frontières, je vous l'annonçais, Carissa Etienne, directrice de l'Organisation panafricaine de la santé, s'inquiète des signes d'accélération de la propagation du nouveau coronavirus qui continue de s'accélérer au Brésil, au Pérou et au Chili. Les images de nos confrères de l'AFP sont commentées par Mariam Fodé-Camara. L'Amérique latine est désormais l'épicentre de la pandémie. In South America, we are particularly concerned that the number of new cases reported last week in Brazil was the highest for a 7-day period since the outbreak began. Both Peru and Chile are also reporting a high incidence, a sign that transmission is still accelerating in these countries. Les États-Unis sont le seul pays qui compte plus de cas de Covid-19 que le Brésil. Le Brésil a fait état de plus de 23 400 décès. For most countries in the Americas, now is not the time to relax restrictions or scale back preventive strategies.
Now is the time to stay strong, to remain vigilant, and to aggressively implement proven public health measures. Environ 730 000 personnes ont été infectées par le virus en Amérique latine. D'immenses nuées de criquets pèlerins survolent Jaipur en Inde, la pire invasion depuis 30 ans dans le pays où les insectes ont déjà détruit 50 000 hectares de culture. Les autorités indiennes recourent à des drones, des tracteurs et des voitures pour suivre ces insectes et les asperger de pesticides. Suivez. Des dizaines de millions de criquets s'abattent sur le nord-ouest de l'Inde. C'est la pire invasion dans le pays depuis 30 ans. More than usually frequent western disturbances which brought in the rains and the moisture, as well as the cyclone which brought in some more favorable weather conditions for locusts to breed. Arrivés au Pakistan en avril, les insectes ont déjà ravagé près de 50 000 hectares de culture. Et c'est la fin de cette édition que vous pouvez retrouver sur espace tvguinée.info. Merci à vous pour l'attention et bonne suite de programme à notre compagnie.